Bienvenue à cette conférence « Concevoir le futur, l'architecture à l'ère de l'intelligence artificielle ». Alors, cette conférence du cycle Bureau et lieu de travail s'inscrit dans cette édition du CIMI, en début de CIMI. Cette conférence va nous questionner, va vous questionner sur les liens qu'entretiennent l'architecture et l'intelligence artificielle. Ces deux mondes, puisque ces deux mondes dont il s'agit, peuvent-ils, doivent-ils cohabiter et mieux se nourrir ? Comment la créativité et l'inspiration peuvent-elles être stimulées par l'IA ? Quelle avancée cette technologie fondamentale permet-elle dans le prototypage ? Et surtout, quelles sont les implications potentielles pour l'avenir du métier d'architecte ? Nous y voilà. Alors, ce n'est pas ici le lieu de débattre des menaces ou des bienfaits de l'intelligence artificielle dans la filière de l'architecture et dans la filière de l'immobilier, mais il s'agit plutôt de détecter ce qu'on appelle les signaux faibles de l'interconnexion entre ces deux mondes, à la fois sur un plan théorique et sur un plan pratique. C'est un peu le plan de notre propos cet après-midi. Avant de lancer ce dialogue et cette discussion que j'espère nourrie, et je suis sûre qu'elle le sera, grâce à vous, je vous propose de vous présenter nos intervenants. Alors, Marc Atala, vous êtes founding partner de Predicity. Predicity, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une plateforme prédictive qui fait appel à l'IA dans le monde du parfum. Alors, rien à voir avec l'immobilier à première vue. Mais vous allez voir qu'on va se servir de votre retour d'expérience, de votre expérience et puis de votre connaissance pour apprécier l'apport de l'IA dans ce monde qui est très sensible, qui fait appel au sens. Il n'y a pas de monde qui fait plus appel au sens que le parfum. Donc vous serez un peu notre témoin et notre sachant. David Abrias, on ne vous présente plus, mais un petit peu quand même. Vous êtes directeur général du groupe Cardam, vous dirigez le pôle architecture. L'IA vous questionne, vous étonne, vous interpelle même au regard de votre pratique architecturale. À côté de vous, Jérôme Erard, vous êtes directeur Digital Workplace Solutions au sein de Cardam Digital, qui est la première entreprise de services numériques dédiée au métier de l'immobilier d'entreprise, il faut le préciser quand même, je pense que c'est important. Et vous aussi, on a hâte de vous entendre à votre tour sur la place que l'intelligence artificielle a aujourd'hui, doit ou devrait avoir dans le monde de l'architecture. Je vous propose dans cette première partie assez générale de brosser un peu les liens qui unissent l'intelligence artificielle et l'architecture. Un petit préalable, je le rappelle aussi, vous êtes les uns et les autres ni des chevaliers, ni des opposants de l'IA. Vous n'avez pas de position à défendre, ni dans un sens ni dans l'autre. Et on est là pour questionner, pour ouvrir un débat, pour ouvrir une brèche et un sillon, voilà, pour échanger. Alors, néanmoins, il faut le préciser, comme dans toutes les disciplines, et l'architecture ne déroge pas à la règle, le recours à l'intelligence artificielle pourrait prendre beaucoup de place, ou en tout cas plus de place, de plus en plus de place, au sein même des agences d'architecture. En préparant cette conférence avec vous, j'ai lu quelques articles de journaux, et oui, il en reste. Et j'ai lu un article, je crois que c'était dans l'IB, que tu m'as envoyé. En Floride, un professeur d'université déclarait « L'IA progresse rapidement au point de pouvoir générer la conception d'un bâtiment de manière totalement autonome ». Et ceci en faisant référence au système de dialogue développé par OpenAI. Alors, on constate quand même que par le passé, le monde de l'architecture a déjà traversé nombre de révolutions numériques. David Abrias, d'abord, pourquoi ce thème, qui est assez audacieux et qui, moi, en tout cas, m'a surprise est-ce qu'on ne vit pas là, avec l'irruption de l'IA dans l'architecture, un énième remake de la mutation de la planche à dessin vers l'IT ? Alors, c'est une bonne question. D'abord, pourquoi l'IA ? Alors, tu l'as dit, on n'est pas des experts. Je ne suis pas un expert du sujet. Moi, j'ai un peu le rôle du candide dans cette. J'ai des gens beaucoup plus qualifiés que moi autour. En revanche, évidemment, ça nous questionne. Évidemment aussi parce que alors ce mythe de l'ubérisation, il est arrivé à chaque évolution technologique. Donc à chaque fois, on se dit est-ce que notre métier va survivre ? En revanche, ce qu'on constate quand même, c'est que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une évolution qui va être majeure, qui va impacter beaucoup de choses, notre métier et sans doute beaucoup de choses autour de notre métier. Donc on se doit, et on le verra, à la fois dans notre pratique et aussi pour mieux comprendre le monde qui est autour de nous, on se doit de se questionner là-dessus. Par ailleurs, chez Cardam, on est des architectes un petit peu particuliers, puisqu'on s'intéresse à la dimension technologique. Et on a une branche digitale représentée ici par Jérôme. Et voilà, c'était l'occasion à la fois de faire le lien entre nos pratiques très traditionnelles d'architecture et très avant-gardistes du digital. Et c'est aussi, quelque part, une façon de nous obliger à considérer le problème, puisque
autour de nous. Je pense que c'est pareil pour vous. Quand on en parle, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. La plupart de ces gens-là savent plus ou moins de quoi ils parlent. Donc on a voulu creuser le sujet. Alors, avant de répondre à ta question, en creusant le sujet, on s'est posé une question préalable qui était quelle distance on allait prendre par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débat très philosophique sur l'IA, la place de l'homme, la cosmogonie de la nature, etc. Et puis, quelle appli fait quoi? Donc voilà, c'était pas facile, d'autant que j'imagine que dans le public, il doit y avoir des gens qui sont venus là par curiosité, des personnes qui sont pointues sur le sujet. Donc on a essayé de faire un peu les deux. Et donc on a une première partie, on va être plutôt générique. Et puis on va rentrer dans un détail opérationnel parce que ça peut aussi intéresser. Mais on va faire ce mouvement d'aller-retour. Alors, est-ce que c'est pas la énième planche à dessin? Alors c'est vrai qu'on a eu dans les années récentes, alors, je vois qu'il y a plein de jeunes architectes dans la salle. Alors les années récentes pour nous c'est un peu plus longtemps que pour vous, mais c'est quand même assez récent. C'est-à-dire que dans l'agence on a eu jusqu'à il y a quelques années des personnes qui avaient commencé à travailler sur la planche à dessin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de mémoire d'homme. Donc on a eu ce continuum en fait là, avec la planche à dessin, les outils informatiques, toutes les séries d'ECAD qui sont venus remplacer le crayon par un outil, mais qui faisait du crayon quelque part. AutoCAD, tous ces sujets-là, en fait, on continue pendant longtemps à faire des lignes. Et puis on a évolué progressivement vers le BIM. On fait plus des lignes, on fait des objets qui ont des propriétés. Donc on a commencé à mettre un pied dans le monde de la donnée. Et en parallèle de tout ça, parce que évidemment tout ça ça se superpose, on a eu le paramétrique, qui est encore une autre approche et qui permet des outils qui vont nous permettre d'avancer. Donc on a l'habitude de voir ces révolutions-là. Et moi, la question que j'ai eu envie de me poser en tant que patron d'agence d'architecture, c'est celle qu'on se pose à chaque fois, c'est d'abord, est-ce que ça va créer une sorte de gap générationnel? On s'est rendu compte, quand les outils ont évolué, ceux qui savaient bien faire marcher le crayon, ils ont eu du mal à passer aux outils d'après. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir des architectes 4.0 qui seront plus ou moins compatibles avec les architectes d'avant? Et c'est important dans la vie d'une agence, parce qu'on dit qu'un architecte devient mature après 40 ans. Donc on a toute une période de maturation. Et ça, c'est des choses qui sont très ancrées. Et par ailleurs, on n'aime pas trop les outils quand même dans l'architecture. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui arrive, on est très méfiant par rapport à ça. Et moi, je vois des choses quand même qui sont très intéressantes dans l'intelligence artificielle. En fait, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, qu'est-ce qu'est de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'est du paramétrique, qu'est-ce qu'est de l'algorithmie, etc. Mais c'est quand même une analyse statistique de beaucoup de données. C'est-à-dire qu'on va passer du monde de la modélisation au monde de la représentation par rapport à une base statistique. Et c'est quelque chose qui va permettre d'apporter énormément de matière. On dit que l'architecture, c'est d'abord de la culture. C'est un accélérateur de culture qui est fou. Et moi, je nourris l'espoir que les jeunes architectes en fait, vont pouvoir utiliser ces outils pour être capables très vite d'engranger de la culture sur un sujet particulier, d'aller chercher beaucoup de données, d'en faire de la synthèse, de la donnée de contexte, etc. Et donc c'est un outil de maturation accélérée des jeunes architectes. Donc je pense qu'il y a un vrai sillon intéressant à creuser. Et de la même manière, alors est-ce que ça va mettre nos vieux architectes sur la touche? Il y en a aussi quelques-uns dans la salle. Je ne regarde personne. En fait, je pense pas. Alors, c'est sûr que c'est un sujet dont il faut s'emparer. Il y a ceux qui vont avoir envie de s'y intéresser et ceux qui n'auront pas envie. Et je pense pas que ce soit quelque chose de générationnel. C'est plus une question d'attitude, à mon avis. C'est sûr qu'on enseigne l'IA dans les écoles d'architecture. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai pas l'impression. Il y a plus. Je crois qu'on vit dans un monde en fait d'upcycling permanent. En fait, on arrête de se former à l'école et puis après on déroule une carrière. Si on se forme tout le temps. Et c'est vrai notamment dans le monde de l'architecture, on a l'habitude de ça, l'évolution des normes, l'évolution des outils, l'évolution de beaucoup de choses, des matériaux. Et c'est aussi une façon pour les architectes qui ont plus d'expérience de à la fois quelque part de se faciliter le rapport à l'outil. Je crois quelque chose qui est génial dans l'AI, on va le voir dans les exemples qu'on va voir tout à l'heure, c'est que c'est une façon quand même de simplifier le complexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont connu tous ces outils successifs, qu'on a un peu ras-le-bol de passer des heures à savoir comment marche l'outil, et qui se retrouvent confrontés à la complexité. L'AI, c'est une vraie façon d'attaquer le complexe, et donc de pouvoir aussi se recentrer sur des choses qui sont plus essentielles dans le geste architectural et dans l'acte de création. Donc, voilà, donc à cette première question de est-ce que c'est encore un outil de plus et qui va créer des effets générationnels, je pense que non.
Alors, il y a une deuxième question que je me pose, je vais essayer de ne pas être le seul à parler, c'est ce qui vient toujours nous interpeller quand on a un nouvel outil, c'est la place que va faire cet outil, notamment par rapport à l'acte de création. Quand on travaille dans l'architecture, on a un métier de création, on travaille dans le domaine du sensible, et on D'où la accuse... présence de monsieur à droite. D'où la présence de Marc, et ton expérience est vraiment très intéressante par rapport à ça, et on a souhaité que Marc soit là parce qu'il est dans ce qu'il y a de plus subjectif, le domaine du parfum, mais dans le monde de l'architecture, on va toujours essayer d'attraper cette part du sensible, et on a toujours le sentiment que l'outil vient nous éloigner de cet acte créatif et fondateur. Et ça a d'ailleurs un autre problème, c'est que les jeunes archis qui rentrent dans nos agences, quand les premières années, on est là pour gratter, et donc on va avoir une tendance à faire une sélection naturelle vers des profils de gens qui sont familiers avec l'outil. Quelqu'un qui a du mal avec l'outil, il va avoir du mal à rentrer dans les premières années en agence. Donc il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait vers des personnes qui sont de plus en plus à l'aise avec l'outil. Et ça, est-ce que ça vient brider la création? Et tout ça fait écho aussi à une autre tendance qu'on a tous observée, c'est qu'on vit dans un monde de normes qui sont de plus en plus compliquées, d'outils qui sont de plus en plus directifs tout en étant assistifs. Et on a l'impression que le champ de la création se rétracte, se contracte progressivement. Donc, et l'AI qui est capable de générer du contenu, parce que c'est quand même ça la formidable innovation de l'AI, est-ce que ça va générer le contenu à la place des architectes? Et alors je vais tout de suite répondre à la question de mon point de vue, puis on verra quelques exemples. Je ne pense pas, et je pense que ça vient au contraire réouvrir un champ qui était de plus en plus fermé par le paramétrique. Le paramétrique, à une question donnée, avec des paramètres donnés, on a une réponse. Dans le domaine de l'AI, la même question, exactement la même, on va avoir plein de réponses. Alors on peut peut-être regarder quelques exemples illustratifs de ça. Jérôme, je peux peut-être... parce que le côté prompt est intéressant. Vous avez ici... Qu'est-ce que ça représente? Dites-nous. Alors, on a réfléchi en fait à un projet sur lequel on devait faire 3 bâtiments qu'on voulait quelque part dans une forme de progression entre un monde un peu ordonnancé et puis un monde plus souple, ouvert sur le végétal. Et donc, on a essayé différentes formes de prompt. Jérôme, si tu peux, c'est toi le roi du prompt. Jérôme. Bonjour. Donc Jérôme, roi du prompt. Non, c'est toujours très risqué de montrer des représentations graphiques. Il faut vraiment que vous ayez en tête que ce que l'on a voulu là, c'est vous sensibiliser à des sujets. Si vous souhaitez aller plus en profondeur dans des discussions, n'hésitez pas lors de la phase de questions ou après la conférence. On a voulu rester à la surface des sujets. Ce cas est intéressant parce que c'est un cas réel de demande qui nous a été faite, de donner des images inspirationnelles. Avant d'arriver, alors c'est pas un résultat final, ça a été un état intermédiaire, mais il y a bien eu une quinzaine de prompts différents qui ont été testés et une centaine d'images qui ont été générées. Le résultat, c'est que c'est venu nourrir une réflexion. En aucun cas, vous retrouverez ces bâtiments réalisés tels quels, mais c'est venu ouvrir des champs qui n'avaient pas été imaginés initialement. C'est venu donner une résonance autour de différentes thématiques. Ce que vous voyez dans le prompt qu'on vous a mis là, celui-ci a été fait par Midjourney, qui est sûrement l'interface générationnelle d'images la plus utilisée. Je ne vais donner aucun terme technique, mais récemment, ChatGPT, qui est le plus connu du point de vue grand public, a intégré une IA générationnelle d'images qui s'appelle DALL-E, qui existait avant ChatGPT. Maintenant, c'est intégré à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser et vous pouvez lui parler en français. Vous verrez des exemples tout à l'heure, mais on creusera un peu le sujet tout à l'heure aussi. Ce qui est important dans le prompt, sur Midjourney, c'est un petit peu technique de prompter, puisque vous voyez qu'il y a des petits mots-clés, il y a des symboles, il y a des chiffres, donc c'est pas super simple, c'est uniquement en anglais. Et juste pour vous dire, pour arriver à générer des choses qui se rapprochent de l'idée qu'on avait, ça prend du temps. Et surtout, ça prend du temps pour comprendre comment l'IA va réagir aux mots que vous utilisez. Donc, quand à un certain moment, vous voyez des répétitions de mots, vous voyez certains mots-clés qui ont été utilisés, c'est parce qu'en fait, petit à petit, pas par pas, on s'est rendu compte que l'IA réagissait de telle ou de telle manière à tel et tel mot-clé. Et donc le prompt se construit dans le temps. Il ne faut pas imaginer, on vous montrera l'exemple tout à l'heure, vous pouvez taper n'importe quoi, ça va sortir une image tout de suite, parfois bluffante, généralement absolument pas ce que vous aviez en tête. Et le travail du prompting, c'est petit à petit, travailler la façon dont les mots sont enchaînés, dont la phrase est construite, pour arriver à obtenir un résultat qui ressemble
à ce qu'on souhaite atteindre. Jérôme, au-delà du prompt, on voudrait vous questionner dans cette première partie de cette conférence sur les sujets workplace et archi et sur les sujets usage. La prise en considération de l'usage a-t-il ouvert un débat sur l'IA? Est-ce que c'est des thématiques que vous adressez? Vous l'avez dit, David, l'AI ou l'IA, c'est simplifier le complexe. Est-ce que c'est le cas également dans toutes les thématiques autour de l'usage qui font irruption, là, pour le coup, beaucoup dans notre paysage immobilier? Alors, au sein de Cardam Digital, pour ceux qui ne savent pas, donc dans le groupe Cardam, il y a une entité digitale où on est à 80 personnes, entièrement dédiées à la sujet de la digitalisation du bâtiment tertiaire. Et sur ces 80 personnes, forcément, nous avons une appétence assez forte pour des sujets autour de l'intelligence artificielle, ça va de soi. Mais je vous rassure, hein, il y a un sentiment de disruption, comme on peut l'avoir dans des secteurs autres, et en particulier l'architecture, qui est notre sujet aujourd'hui. Ça a un impact à plusieurs niveaux. Le premier impact, c'est que ça change nos méthodes de travail. Comme dans la plupart des métiers, ces dispositifs d'intelligence artificielle, ceux qui sont conversationnels, donc type ChatGPT ou Midjourney, vont nous permettre, par exemple, de faire du prototypage rapide. Là, on voit que Midjourney sait générer des images, mais les IA conversationnelles, comme vous verrez des exemples tout à l'heure de ChatGPT, mais aussi de Claude 2, qui en a une autre qui fonctionne plutôt bien, aujourd'hui savent générer du code informatique. Donc imaginez que ce que vous ressentez sur la création d'images, nous on le ressent sur la création de code. Imaginez que ce que vous ressentez de compétences sur lesquelles on s'inquiète de leur pérennité, par exemple en graphisme, ben on a la même chose dans le code, puisqu'en fait ces systèmes savent générer du code. Mais ça nous sert, comme pour l'inspiration graphique, uniquement à faire du prototype. Ensuite, il faut des gens qui ont une maîtrise du codage, qui sont des vrais ingénieurs pour faire le reste. Mais coder pour prototyper rapidement, c'est formidable. Ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est sur tout le travail, là aussi, hein, tous les métiers sont concernés, c'est l'impact sur l'analyse de documents. Tout à l'heure, on vous expliquera un peu comment fonctionne un peu plus des IA. Je vous rassure, on restera sur un niveau général, mais c'est pour que vous compreniez un peu ces grands principes. L'IA, son principe dans la conversationnelle, c'est que ChatGPT va interroger les milliards de contenus qui ont été indexés, mais vous pouvez aussi faire que cette IA va dialoguer avec un document, et vous allez pouvoir interroger ce document. On vous montrera un exemple appliqué à l'architecture tout à l'heure. Un impact forcément pour nous dans le monde du digital, c'est l'automation du bâtiment, bien entendu. Avec beaucoup de théories pour l'instant, puisqu'en fait, vous le savez, la plupart du temps, les GTB, donc les systèmes qui permettent d'automatiser le bâtiment, notamment sur la qualité de l'air et le confort des occupants, sont très souvent souhaités intelligents, le sont rarement dans les faits pour des raisons de sous-lotissement de la partie GTB dans les projets, et c'est une chose qu'il faudrait faire évoluer, c'est que du coup on va au moins 10 ans d'un point de vue coût, et du coup avec peu de possibilités technologiques. Mais quand vous y réfléchissez bien, grâce à des plateformes bâtimentaires comme celles que l'on a chez Cardam Digital, vous allez pouvoir récupérer les données de météo, récupérer les données des températures intérieures, récupérer les données d'hygrométrie, les données de CO2, les données de puissance CVC que vous avez envoyées dans le bâtiment, et vous allez récolter ça pendant des mois, des années, et vous allez construire une base documentaire où de l'informatique, des algorithmes, va venir chercher des corrélations, en se disant, par exemple, quand il fait telle température dehors, il fait telle température à l'intérieur, surtout au mois d'août, par exemple, et qui va corréler ça à l'inertie du bâtiment. C'est-à-dire, quand il fait telle température dehors et qu'il fait telle température à l'intérieur, mon bâtiment met 2 heures, 3 heures, 10 minutes à atteindre la température que je veux. Donc, toutes ces choses, en fait, c'est modélisé dans un algorithme qui va permettre de faire de l'anticipation. C'est-à-dire que si je sais que mon bâtiment met 1 heure à chauffer, je ne vais pas allumer bêtement la partie ventilation à 5 heures du matin, alors que je sais que si je l'allume qu'à 7 heures, je vais atteindre mon objectif pour qu'à 8 heures, ce soit vivable. L'IA permet de faire ça. Ça, c'est la façon dont l'IA impacte notre métier du digital et la façon dont on l'utilise dans nos projets. Et il y a une troisième façon dont ça nous impacte, mais on en parlera plus un tout petit peu plus tard, c'est que la nature des bâtiments évolue, puisque aujourd'hui, avec les nouveaux modes de travail, les bâtiments connaissent des usages qui ne sont pas forcément les mêmes au cours de la semaine ou au cours du mois, des fluctuations de personnes. Et ça pose la question de comment mon bâtiment est adapté aux usagers, mais on verra ça un peu plus tard. David, une réaction? Alors,
vous voyez qu'il y a une profondeur technique dans tous ces sujets-là qui vient évidemment interférer, enfin, compléter l'acte de bâtir. Et donc, c'est évidemment des paramètres qu'on vient prendre en compte dans la conception du bâtiment, qui nous inspirent quelque part en nous contraignant. Et c'est là qu'on retrouve un peu quelque part de fraîcheur et de légèreté avec les nouvelles possibilités d'intelligence artificielle. Donc, si vous voyez cet exemple-là, reste sur cette image si tu veux bien. Donc là, en fait, on demande, et pour creuser un peu le sujet inspirationnel, là, on a demandé à un moteur de nous générer des images sur la base d'un prompt. Accessoirement, ce prompt, on l'a généré avec ChatGPT. Hein. C'est-à-dire qu'on va interroger une intelligence artificielle pour qu'il nous dise comment discuter avec le copain. Donc ça commence, on est beaucoup autour de la table. Et là, il nous sort évidemment des choses qu'on n'attendait pas, et qu'on ne veut pas d'ailleurs. Mais il y a aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça vient à chaque fois nous ouvrir un peu nos chakras et nous faire bouger les lignes. C'est ce que disait Jérôme. Évidemment, à la fin, le bâtiment il n'a pas fini comme ça. Mais à chaque fois qu'on a fait des itérations, et on peut en faire très vite beaucoup, en fait, on a plein de réponses différentes à une même question et qui vont élargir le champ de la réflexion avec aussi des éléments de contexte. C'est-à-dire qu'on peut... dans le prompt qu'on va mettre là, on peut intégrer des éléments de contexte et quelque part, ça va générer quelque chose de supplémentaire dans l'AI. Une dimension qui est extrêmement intéressante, et on va le voir dans un exemple encore intéressant tout à l'heure, c'est que en fait, l'AI, elle ne fait pas ce qu'elle veut non plus. C'est-à-dire qu'il y a un champ de possibles qui s'ouvre à nous, qui consiste à aller l'alimenter des données dont on souhaite qu'elle fasse sa propre culture. Donc il y a un travail supplémentaire qui n'est pas juste j'appuie sur un bouton et puis paf, baguette magique, j'ai un bâtiment qui sort. C'est je vais aller travailler sur les éléments avec lesquels je vais nourrir cette AI pour savoir ce qui va sortir. Alors on a quelques exemples, Jérôme, si tu peux. Oui, on va les passer vite. Là, c'est pour vous montrer. J'écris juste ça, hein, ce qui est écrit là. Vous mettez ça sur chat. Tu me crées 4 images photographiques d'un campus autour d'un étang. Voilà. Aucune autre précision. Il génère ça, dont un pont qui arrive au milieu du lac. Il y a un gros côté j'aime les canards hein, chez... Il y a même un côté secte en haut à droite. Ouais, en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, les IA, ce qui est toujours surprenant quand on génère des images, c'est que quand des gens vous disent regarde ce que ça génère, en disant oh, c'est quand même impressionnant, mais quand vous vous mettez dans la tête de celui qui l'a généré, vous dites c'est pas du tout ce que je voulais. Mais là, on veut vous l'illustrer à travers le fait de donner des éléments de contexte. Tout à l'heure, Sandra nous a un peu prompté parce qu'elle a démarré en disant nous ne sommes pas partisans ni de l'IA ni de l'anti-IA. Elle nous a prompté en fait. Là, en fait, c'est pareil. Il faut que vous sachiez que les nouvelles versions de ChatGPT, depuis un mois, vous permettent de donner de façon constante des règles qu'il va appliquer, quelle que soit la demande que vous lui faites. Donc, par exemple, pour l'exercice d'aujourd'hui, on s'est amusé à lui dire je vais créer un GPT qui est spécialisé sur le paramétrique, c'est tout. Donc on lui a donné tout un tas d'informations autour de l'architecture paramétrique, et cette mini-version de ChatGPT qu'on s'est fait pour nous, si je lui pose n'importe quelle question, donc la même que celle de tout à l'heure, il va l'interpréter, mais avec les informations paramétriques qu'il a reçues au départ. Et donc le même prompt, mais à qui on a donné un contexte et en le nourrissant d'un fond documentaire, a généré un résultat absolument totalement différent. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est la façon dont le mini GPT paramétrique a été enrichi d'éléments de contexte. Bon, alors tu peux réagir avant qu'on passe à Marc ? Marc va être intéressant là-dessus parce que en fait, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que l'expression d'un style architectural va éventuellement dépendre de la façon dont on va interagir avec l'outil de génération et comment on va le nourrir et comment on va le guider. Et c'est vraiment une prospective qui est soit très effrayante, soit très intéressante en fonction des points de vue, mais en tout cas inspirante. Je vous propose de vous arrêter juste un instant parce que je vous sens bien emballé là dans le truc. Vous allez tout me défiler. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de vous stopper un peu et de laisser parler Marc. Marc Atala, vous êtes, on l'a dit, fondateur d'une société qui s'appelle Predicity. À première vue, rien à voir avec l'immobilier. Ne cherchez pas, il n'y a pas de piège, tout ça. Voilà. Vous êtes plutôt là, je l'ai dit, comme un témoin privilégié de l'utilisation de l'IA dans un monde un univers éminemment créatif qui est celui des sens et des parfums. Racontez-nous votre expérience et comment cette expérience pourrait-elle se traduire dans le monde de l'architecture. Donc, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, Predicity est effectivement une start-up, c'est une beauty tech.
Donc en tant que Beauty Tech, on a développé un software qui assure le succès de création et de lancement des produits de beauté. Donc aujourd'hui, on travaille sur des parfums, donc on est très focalisé parfums, et on se dirige maintenant vers les shampoings, vers les détergents, et de plus en plus vers le maquillage, donc les fonds de teint, etc. Alors vous avez parlé tout à l'heure de sensibilité. Comment est-ce qu'on a utilisé on va dire l'IA pour toucher au sensoriel? Et en fait, oui, merci pour la slide. Donc en fait, on a créé un software qui est coupé en deux. Donc sur votre gauche, vous avez la partie captation de la perception, et sur la droite, la partie qui prédit les matières premières, donc les ingrédients à mettre dans le produit pour assurer cette perception. On a beaucoup parlé de ChatGPT. En fait, on n'utilise pas que des algorithmes de ce qu'on appelle de NLP, donc Natural Language Processing, qui sont les LLM comme ChatGPT, etc., parce qu'ils utilisent des réseaux de neurones pour faire leur modèle. On utilise également des modèles qu'on a créés nous-mêmes. Donc sur la droite, toute la partie création pour la prédiction d'ingrédients, ce sont des modèles mathématiques qu'on a inventés et qui ne marchent pas avec d'autres types d'algorithmes. Pourquoi? Parce qu'on est sur des petites bases de données. Et aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a du ChatGPT et du DALL-E, on a accès qu'à du big data, donc on a pu faire du texte et on a pu faire de l'image parce qu'il y en a beaucoup. Mais dans les sociétés, en fait, on a beaucoup de petites bases de données à forte valeur ajoutée qu'on n'arrive pas à exploiter parce que les algorithmes ne sont pas adaptés. Donc on a dû adapter, créer un algorithme qui était capable d'analyser en fait ce type de données. Donc on a à gauche la partie captation de la perception. Donc on utilise les outils LLM, donc type ChatGPT. En fait, en l'occurrence, nous utilisons ceux de Google, qui permettent de comprendre en fait dans un commentaire produit ce que la personne a ressenti. Donc aujourd'hui, les gens sont très verbeux en fait. Alors ça dépend des pays. Au Brésil, ils sont encore plus verbeux que nous en France. Mais les gens laissent beaucoup d'avis sur les produits de beauté. Donc nous, on va scraper le web. Donc on va récupérer tous ces avis. On va les associer au produit et on va en extraire en fait l'émotion qui est attachée au produit. Donc quand les gens ont mis j'adore de Dior, ils vont dire ah je trouve ça super bon, je suis content et je me sens bien. Voilà. Bon, et de là on va sortir joy et well-being. Il y en a d'autres qui vont dire ah on me fait beaucoup de compliments et puis je me sens séduisante, donc on va sortir élégant et séduisant par exemple. Voilà. Et donc on va associer en fait tous ces, on va créer en fait une topologie des émotions, et on va associer les produits à ces émotions. Et ça va donner en fait un territoire émotionnel que les marques peuvent décider d'occuper ou pas occuper. Et donc quand on va créer un parfum, on va dire bah tiens, finalement je veux occuper tel territoire ou tel territoire, quels sont les attributs et les émotions que je dois activer pour assurer le succès de lancement de mon produit. Donc ça va devenir un brief, donc c'est ce qu'on va faire avec la partie gauche. Et ensuite on va aller voir monsieur formulateur ou madame formulatrice, et on va dire bah tiens, je vais faire ce produit et je vais te dire exactement ce qu'il faut faire ressentir au consommateur pour que le produit réussisse. Et là, de l'autre côté, on a un autre algorithme qui prend la main. Et alors, je vous assure, les parfumeurs, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir des idées. Ils ont 1000 idées à la minute. Ce que va faire l'outil, ça va être comme un super assistant. Il va tout simplement lui dire quelles sont les combinaisons d'ingrédients ou de matières premières à mettre dans le produit pour maximiser ou pour avoir un spike sur la perception sensorielle qu'on recherche. Donc, qui est édité par les gens à gauche qui ont dit voilà ce qu'il faut mettre dans le parfum pour que ça marche. Et en fait, on a d'autres algorithmes qui vont effectivement prendre la main, qui vont faire cette combinatoire, et on ne va pas lui donner 1000 résultats, on va lui donner 15 résultats, et le formulateur va pouvoir ensuite regarder ces 15 résultats et décider dans quel sens il veut pousser sa créativité. Donc on est vraiment sur la suggestion, on n'est pas en train de créer le parfum, on est vraiment juste en train de suggérer des coups de pouce, entre guillemets, qui vont faire qu'ils vont réussir à avoir un super parfum qui correspond exactement à ce que veulent les gens à gauche. Et c'est pour ça qu'on a mis le petit cœur rouge qu'on retrouve à droite, parce que c'est vraiment comprendre ce que veut le consommateur pour le mettre dans le produit à droite. Voilà, donc c'est ce qu'on fait chez Predicity. Alors on pourrait parler des modèles de langue, hein, il y en a beaucoup, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais les modèles de langue en question sont utilisés, mais juste pour vous dire, il y a également d'autres types de modèles qu'on peut faire avec d'autres types d'algorithmes, et donc le sujet est vaste et reste très ouvert. Voilà. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, l'expérience de Marc Atala et de Predicity? Plein de choses, et vous allez voir où on veut en venir. C'est qu'on est ici dans un domaine qui est à peu près ce qu'il y a de plus subjectif. On est dans l'émotion ressentie. Et je crois que c'est intéressant d'avoir cet exemple-là pour dire est-ce qu'il y a une frontière, est-ce que le monde de l'émotion est interdit à la technologie? De toute évidence, non. Et nous, ça nous interpelle de plein de façons.
C'est un sujet de philo. Oui, c'est un sujet de philo, mais c'est un sujet essentiel quand on fait un métier de création, en fait, parce que nous, ce qu'on essaie de faire par notre architecture, c'est de la fonction, c'est de l'économie, c'est plein de choses, mais ça doit d'abord être de l'émotion, sinon les projets n'existent pas. Et je trouve que cet exemple est intéressant. Et il ouvre une autre fenêtre, mais qu'on va ouvrir encore plus grand tout à l'heure, qui est le côté de capter la perception, en fait. Utiliser dans le monde du sensible et de l'émotion et de l'implicite ce que c'est faire l'IA pour capter la perception. Et vous allez voir que quand on est architecte, pour nous, un projet, ça s'arrête quand on l'a livré, en fait. Alors, ça ne s'arrête pas complètement parce qu'on a d'autres métiers derrière et on organise souvent des retours d'expérience avec nos clients maîtres d'ouvrage pour voir comment ce qu'on a conçu peut être utilisé. Mais souvent, la fin d'un projet, c'est la livraison. Or, c'est le début de la vie du bâtiment. Et on va rentrer dans un monde où on va pouvoir de plus en plus utiliser cette donnée. Alors ça va être ce que tu vas développer tout à l'heure, Jérôme, mais c'est essentiel sur la façon dont on perçoit et on va pratiquer notre métier. C'est comment est-ce qu'on va interagir avec l'usage qui est fait de nos créations pour pouvoir réinjecter ça dans des projets futurs et en tirer le meilleur. Alors je vous propose qu'on bascule un peu dans l'expérientiel. Voilà, bravo. On dirait qu'on a répété, mais on ne l'a pas fait. Mais bon, voilà. On a vu qu'en théorie, l'intelligence artificielle et l'architecture pouvaient faire ménage, en tout cas bon ménage ou ménage. J'ai envie, dans cette deuxième partie, de commencer par une anecdote, un exemple, puisqu'on est dans les exemples et dans les retours d'expérience. C'est celui de l'architecte Vincent Calbeau qui a demandé à une IA de revisiter le Paris haussmannien. Je crois que vous avez tous vu ces images sur Internet pour le rendre un Paris pour le rendre plus vertueux, avec des bâtiments moins énergivores, etc. Tout ça s'inscrit dans le cadre du plan Paris Smart City 2050 pour la mairie de Paris. Et tout ce projet a accouché d'un Haussmann 2.0 aux architectures biomimétiques inspirées du vivant, avec un mot d'ordre qui est Paris résilient, Paris verdoyant, Paris respirant. J'imagine que vous avez, en tout cas beaucoup, les architectes qui sont dans la salle, vu ces images circuler sur Internet. Il n'est pas question ici, dans ce retour d'expérience, de faire l'inventaire des pratiques de l'IA appliquée à l'archi. Néanmoins, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, on peut distinguer plusieurs approches, celle liée au bâtiment, celle liée à l'occupation, à l'exploitation, et comment l'IA peut aider l'architecte et l'architecture à anticiper, à analyser, à lire à la fois les sujets bâtimentaires, mais aussi les sujets d'exploitation et d'usage. Marc, on revient sur vous. Avec l'expérience que vous avez, quels sont les impacts des outils d'IA génériques sur la productivité en général? C'est un questionnement qu'on se doit d'avoir. Et puis, essayez de vous projeter un petit peu et comment l'IA va-t-elle pouvoir venir aider, au sens propre du terme, les architectes dans leur métier de tous les jours? Alors, c'est une question difficile, en fait, surtout la deuxième. Je pose que des questions difficiles, moi. Donc. Alors, concernant la productivité, bon, on le vit tous aujourd'hui avec ces modèles de langue. Hein. Ce sont des outils assez incroyables qui permettent de bien comprendre un prompt, donc ce dont parlait Jérôme tout à l'heure, et d'en sortir une réponse. Alors, ça reste un calcul, hein, l'outil n'est pas intelligent. La grande force des LLM, c'est de pouvoir utiliser le prompt pour calculer la meilleure réponse derrière. Donc c'est pour ça que ça nous donne des choses intéressantes et parfois que ça hallucine parce que le prompt n'est pas assez bien fait. Donc tous ces outils de productivité, on va dire sémantique, vont être utiles. Aujourd'hui, il y a Google qui va bientôt sortir Notebook LM, qui en fait est un outil qui peut résumer les notes, qui peut les mettre sous un format email, qui peut les transformer. Et c'est très intéressant parce qu'ils vont utiliser pour ça leur nouvelle IA qui s'appelle Gemini Pro, qui vient de sortir. Puisqu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais en fait, c'est Google qui était maître de l'art avant. D'ailleurs, c'est eux qui, en 2017, ont inventé le papier qui a fait que tout ça est possible. En 2017, ils ont sorti un papier avec 11 ingénieurs Google qui s'appelle Attention is all you need. Et le fameux T de GPT, ça veut dire transformer, c'est eux qui ont inventé cette notion de transformer qui permet effectivement d'avoir cette fonction d'attention pour détecter ce qui est important dans le prompt, pour le sortir ensuite et le mettre dans la réponse et calculer la meilleure réponse. Donc c'est vraiment Google qui a inventé ça. Donc ils vont sortir ce notebook LM qui va nous permettre d'avoir une productivité folle, je pense, parce que si on prend des notes, on va pouvoir regrouper toutes les notes, il va les résumer, on peut les lister, ils pourront même aller jusqu'à faire des présentations. Donc on l'a déjà dans Copilot dans Microsoft 365, vous avez un Copilot qui vous aide à faire les présentations. Donc tout ça aujourd'hui existe déjà. Moi je pense que d'un point de vue du monde de l'architecture, je crois que ce qui a fait notre réussite en parfumerie, c'est parce qu'on a su verticaliser. C'est-à-dire qu'on a su transformer l'IA et l'adapter au métier. Or aujourd'hui on n'a que des outils génériques, on essaie de faire des choses, même Midjourney qui je pense est le top du top,
je ne sais pas si les architectes vont pouvoir l'utiliser, je pense que c'est plutôt un gimmick pour l'instant, mais le jour où on va pouvoir rentrer dans le détail et de décortiquer le travail de l'architecte et de voir où on peut vraiment l'aider pour faire les bonnes suggestions qui rapportent vraiment quelque chose, je pense que c'est cette verticalisation-là qui va être intéressante. On n'y est pas encore parce qu'on est sur des LLM, donc des Large Language Models. Ce qui va sortir bientôt, c'est les LVM, les Large Vision Models. Et là, c'est plus difficile parce que autant le texte est linéaire, autant dans le texte, je suis capable de détecter ce qui est important et ce qui n'est pas important avec la fonction d'attention qui ont fait les transformers, donc le fameux succès des LLM. Dans la partie vision, dans une image, comment détecter ce qui est important? On peut certainement détecter des choses, mais qu'est-ce qui fait que quelque chose est plus important que l'autre? Et techniquement, c'est plus difficile, on n'y est pas encore. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'architecte est plus intelligent que l'écrivain, je suis juste en train de dire que au niveau technique, c'est plus difficile de trouver d'automatiser ce qui est important dans une image, comme on l'a fait avec les transformers pour le texte, et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore. Voilà. David, peut-être que vous pouvez enchaîner sur oui, alors, des exemples, je vais projets. pas rentrer dans des choses aussi techniques, mais en fait, c'est sûr qu'on pense IA, on pense IA générative, génération d'images, j'appuie sur le bouton, j'ai un projet. Waouh. Bon, à ça, il n'y a pas de cas d'usage, à part les sujets inspirationnels qu'on a pu voir tout à l'heure et qui sont extrêmement importants et intéressants, mais ça ne va jamais nous générer un projet tout seul. Et d'ailleurs, ces projets-là du Paris Haussmannia 4.0, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de où est-ce que l'IA va nous aider, et des cas d'usage opérationnels dans la chaîne de valeur du métier de l'architecture, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça commence par plutôt les outils d'analyse de texte. Parce que quand on commence un projet en architecture, on commence par prendre un gros paquet de texte. On prend un programme, alors ça dépend du projet, mais il peut y avoir des gros annuaires. On prend un PLU, on prend une réglementation, etc. Jusqu'à présent, on passait des jours entiers à lire ça, à mettre des petites fiches, à essayer de... Aujourd'hui, ce que vont permettre ces outils-là, c'est de dialoguer avec ce programme. On va pouvoir en faire des synthèses, on va pouvoir aller en chercher des signaux faibles, on va pouvoir aller questionner certains points, rentrer dans des détails. Et alors on a un petit exemple qui n'est pas spécifiquement sur un programme. Oui, on s'est posé une question. Alors je te laisse prompter le roi du prompt. Le but est d'illustrer le propos, à nouveau. On verra tout à l'heure aussi comment on peut dialoguer avec une image. Là, l'idée, c'était de vous montrer comment on peut dialoguer avec un document PDF. Donc on a utilisé une autre IA, parce que toujours montrer ChatGPT, c'est fatigant et on dirait qu'il n'y a que, alors que, comme disait Marc, c'est loin d'être le cas. Là, c'est une autre IA qui s'appelle Claude. On ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Et donc on lui a donné une fiche qui vient du site du ministère de la Culture qui est rénover un musée, obligations légales et ressources. Et on n'a eu aucune envie de lire ce document extrêmement long. Donc on l'a téléchargé et on lui a dit « Peux-tu me faire un résumé de ce document ?» Donc là, c'est pour vous montrer en fait, donc il a répondu ça en 3 secondes. C'est pour vous montrer comment une IA conversationnelle sert pas seulement à dialoguer avec un fonds documentaire de milliards de contenus comme le fait ChatGPT, mais là c'est dialoguer avec un fichier et de pouvoir discuter avec lui, bon c'est pas une personne, mais de pouvoir poser des questions en langage naturel pour savoir ce qui est dans ce fichier. La réponse est loin d'être idiote, pour tout vous dire. Ensuite, on est allé plus loin. Là aussi, le propos est illustratif. Imaginons qu'on trouve que ce n'est pas assez précis et qu'on avait bien compris qu'il y avait un sujet légal là derrière. Et donc, on lui demande, mais quels sont les textes de loi auxquels il faut que je me réfère? Et là, il répond de façon extrêmement précise, en enrichissant l'information d'informations qu'il a pu trouver par ailleurs. Et alors, vraiment, pour l'exercice et vous faire sourire, on est passé à une question d'après qui n'est absolument pas applicable, mais qui est quand même assez intéressante. On lui a dit, bon, alors imaginons, il faut que je réponde sur un projet de rénovation de musée. Qu'est-ce que tu me recommandes comme type de profil métier, organisation de leur temps, si je veux faire ça sous un mois? C'était vraiment pour le fun. Il y a des maîtres d'ouvrage qui nous demandent ça. C'était vraiment pour le fun. En 3 secondes, il m'a proposé ça avec une organisation semaine par semaine et type de profil par type de profil avec la charge de travail de chacun. Bon, à nouveau, c'est comme pour la génération d'images. Comme c'est du texte, on a l'impression que c'est plus un ordre qu'une image, mais c'est du même registre qu'un texte. C'est là pour inspirer, c'est là pour faire penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et au niveau prompt, on est resté sur des choses extrêmement simples et basiques. Le but, c'était d'illustrer. Là aussi, la réalité, quand on fait vraiment ça, c'est que le travail pour trouver le bon prompt qui va générer la bonne réponse, c'est des heures de travail.
Ça tombe pas comme ça. Là, c'était pour s'amuser. On a posé des questions en langage naturel, vraiment en langage parlé. C'est pas comme ça qu'on prompte quand on le fait vraiment professionnellement. Alors, on peut dérouler comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en fait, on a identifié, nous, on a profité de cet exercice pour se lister tous les endroits où on pouvait aller chercher de l'efficience. Et alors, à la question, qu'est-ce que l'IA, pour moi, qui ne suis pas technicien de ce sujet-là, pour moi, l'IA, c'est quelque chose qui va libérer du temps de cerveau pour mes architectes. Et en fait, il y en a plein à libérer. Là, on reparle de productivité, de performance aussi. Et créativité aussi. Et les deux, puisque évidemment le temps qu'on va dégager, on va pouvoir le consacrer à faire autre chose. Je disais tout à l'heure que ce sont des outils de simplification de la complexité. C'est aussi vrai, ne serait-ce que dans le maniement de l'outil. C'est-à-dire quand on veut faire marcher son logiciel, avant il fallait aller chercher dans un mode d'emploi. Là, on fait manger le mode d'emploi à ChatGPT, et puis on lui pose la question, et il vous répond sur le ton. Vous pouvez lui demander de vous répondre comme s'il parlait à un enfant de 10 ans. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Il y a des niveaux de réponse, de complexité de la réponse. Il peut vous le faire en Alexandra, enfin, il sait faire plein de choses. Alors, on va rentrer maintenant plutôt dans la conception. En fait, il y a des outils qui commencent à sortir. La plupart des outils de conception du marché viennent intégrer des plugins qui intègrent de l'IA. Alors, attention, c'est pas de l'IA comme on est en train de se raconter que... Enfin, c'est pas l'IA grand public qu'on est en train de voir partout, qui génère des images ou qui va nous chercher. En fait, c'est des choses qui vont permettre d'accélérer et de faciliter, grâce à des réseaux de neurones, de la simulation. Vous voyez, l'exemple que je vous mets là, c'est un outil de conception dans lequel on peut traiter des problèmes phoniques sur un projet. Vous voyez, ça, on peut demander à un outil très rapidement de nous faire une simulation en disant voilà, je suis à côté d'une voie ferrée. En fonction de la configuration de projet qu'on va travailler, on va pouvoir très rapidement, et très rapidement c'est l'ordre de quelques secondes ou quelques minutes, avoir un effet de l'impact de notre conception sur tel ou tel paramètre. Et ça, c'est pas directement l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer cette simulation qu'on aurait su faire avant, sauf qu'il aurait fallu téléphoner aux copains du BET, attendre le lendemain qu'il intègre notre maquette et avoir le retour 2 jours plus tard. Donc c'est des outils qui sont très intéressants. Si tu peux avancer. On a la même chose ici. On a sur la problématique des îlots de chaleur, qui est quand même un sujet d'actualité de plus en plus. Vous voyez ici, on fait de la simulation thermique. Ça aussi, ça se calcule en 3 minutes. En fonction de la façon dont on va déplacer nos bâtiments, on va se rendre compte que ça va permettre de créer des circulations d'air qui sont différentes et que ça va avoir un impact majeur sur les îlots de chaleur qu'on peut ou ne pas créer. Donc tous ces outils-là, ils sont en train d'arriver. Et dans la slide d'après, je crois qu'on a des pistes d'inventer. Alors ça, c'est ce que propose ces formats. C'est un outil d'Autodesk. Voilà les différents paramètres aujourd'hui qu'on est capable d'intégrer grâce à l'intelligence artificielle dans nos outils de conception. Donc il y a des choses spécifiques sur les panneaux solaires. Vous voyez les systèmes d'analyse rapide sur l'acoustique, sur la ventilation. Après, il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Le nombre de minutes à côté, c'est le nombre de minutes nécessaires pour pouvoir... C'est ça, exactement. Donc, par rapport à l'aller-retour vers le BET, ça, c'est pas tous les mêmes ordres de grandeur. Et on a d'autres sujets qui vont être travaillés. Et je pense que ça va être exponentiel, qui seront l'empreinte carbone. Et ça, c'est essentiel pour nous aujourd'hui. Quand on conçoit un projet, on conçoit, et c'est à la fin qu'on se rend compte de l'empreinte carbone du projet. Donc, on recommence. Là, ça va nous permettre de travailler par itération, et ce principe d'itération est pour nous extrêmement intéressant et libérateur dans l'acte de créer, en fait, parce qu'on n'est plus soumis à cette sanction technique qui tombe souvent à la fin d'un acte de conception. C'est quelque chose qu'on peut intégrer au fur et à mesure. Alors, un exemple, ça a été... Non, c'est bien. Alors, ça vient illustrer un peu la différence entre l'AI et le paramétrique. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années, par quelqu'un qui est dans la salle. On a demandé, ça c'est une conception paramétrique. C'est-à-dire qu'on a demandé, on a voulu rajouter cette peau sur ce bâtiment, et la question ce qui a été instruit comme paramètre, c'est on veut un pattern qui vient percer la double peau. En revanche, on veut que ce pattern, il apporte le FLJ, le facteur lumière jour dont on a besoin par pièce derrière en fonction de la destination de la pièce. Donc si on avait dû le faire à la main, on aurait pris un certain temps, on aurait tâtonné, on aurait essayé 10 fois. Là, le paramétrique vient nous apporter une solution. Et alors c'est exactement ce qu'on lui avait demandé en plus. Ça, c'est la différence entre le paramétrique et l'IA. Donc vous voyez la notion entre qu'est-ce qui fait gagner du temps de cerveau d'un architecte entre ce qui est IA, donc la révolution qu'on est en train de vivre et ce qui existait déjà, elle n'est pas
elle est pas si tranchée que ça. Alors après, on a pris ce bâtiment et je crois qu'on l'a après pour se livrer un petit jeu. Voilà, à nouveau illustratif pour vous montrer. Vous voyez tout à l'heure le dialogue avec un fond documentaire de milliards de pages. Ensuite, on a vu je dialogue avec un texte. Maintenant, je dialogue avec une image. C'est-à-dire qu'on envoie sur le système cette image et le prompt, c'est est-ce que tu peux me l'analyser, m'en faire une étude d'un point de vue architecture, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue technique, d'un point de vue historique. Et à chaque fois, tu le rédigeras. Et vous voyez comment, même quand je fais des typos au niveau du texte, il comprend le mot, comme un expert de la spécialité. Et voilà ce qu'il a écrit en quelques secondes. Je l'ai partagé avec des architectes qui sont habitués à faire des notices. Et ils trouvent ça super pratique. On imagine que ça leur dégage du temps, effectivement. C'est encore un cas d'école. C'est intéressant parce que ça nous questionne. Ça veut dire que nous, quand on produit une image, alors c'est notre production, donc on sait ce qu'on a voulu y mettre et on se pose toujours la question de comment ça va être perçu. Donc ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur comment est-ce que tu vas aller capter cette émotion générée. Et ben là, on est capable d'avoir un effet miroir. Cet effet miroir, on va s'en servir, nous, peut-être pour faire évoluer l'image. Et on peut aussi nourrir l'IA par nos propres notices. On a fait l'expérience il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on va nourrir l'IA avec nos notices et on dit, écoute, par rapport à cette image et un certain nombre d'intentions formelles qu'on a voulu y mettre, propose-nous une notice qui soit dans le style de ce qu'on a déjà fait jusque-là. Et ça nous fait gagner un temps absolument considérable. Et quelque part, en allant sans doute au-delà d'une analyse émotionnelle qui aurait été, je pense, masquée par la somme de travail, parce que pour arriver à un bâtiment comme ça, c'est des mois de boulot. Et donc notre intention, elle est noyée dans un univers de complexité. Je ne sais pas si on a encore un exemple. Alors, juste peut-être, Marc, vous qui êtes aussi un peu en avance par rapport à nous sur tous ces sujets d'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous inspire, le degré de sophistication et d'intelligence que l'on trouve dans ces propositions de l'IA sur des sujets architecturaux et sur des sujets d'usage ? Alors, déjà, je trouve ça très intéressant et je vois bien le parallèle maintenant avec le monde de la parfumerie. Effectivement, je crois que la bonne façon de l'aborder, c'est d'intégrer l'IA dans les outils existants. Et c'est ce mix de technologies, ce mélange de technologies qui va faire qu'on va avoir des sauts en avant. On voit bien que côté sémantique, ça marche très 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 bien. Hein. Il n'y a rien à dire. Tous les outils, alors on a parlé de ChatGPT, il y a Claude, il y a Alfred, ensuite il y a Mistral, il y a Llama 2, il y en a plein. Ça va aboutir à des algorithmes qui sont plus ou moins consommateurs d'énergie maintenant. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. C'est des algorithmes qui consomment un tout petit peu moins pour être plus verts, on va dire. Mais on essaie de garder le même taux de précision dans les réponses d'un point de vue sémantique. C'est ce qui marche très très bien. Et donc ce que vous faites là, ça va exactement dans ce sens-là. On n'y est pas encore côté image. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec Midjourney ou les LVM qui vont arriver, on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça va vraiment changer, je pense, cette façon de produire l'image. Juste pour vous donner une idée, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des résultats dans ce qu'on fait avec nos clients. Il y en a qui gagnent 4 fois plus de parfums qu'avant et qui testent 2 fois moins. Il faut savoir qu'un test parfum, ça coûte très cher. Donc il y a quand même des gains d'un point de vue matériel qui sont des gains financiers qui sont palpables. Et de l'autre côté, le parfumeur, comme disait David tout à l'heure, il peut soit décider de gagner du temps sur son travail, soit au contraire se dégager plus de temps pour plus travailler sur un pilier qui va probablement donner quelque chose de nouveau ou des flanqueurs. Plus tard, les flanqueurs, c'est les parfums dérivés en fait. Et donc il peut dire, attends, je vais passer plus de temps sur mon pilier parce que j'en ai besoin, parce que c'est le parfum qu'on va retrouver dans des shampoings, dans des masques à cheveux, etc. etc. Et comme ça, je vais assurer en fait le gain de ce pilier. Comme ça, je pourrais faire des flanqueurs. Et donc, on retrouve un peu cette même sensation dans l'architecture autour de la créativité. Je peux passer plus de temps ou moins de temps si je veux gagner la productivité. David, Jérôme, peut-être pour un peu conclure cette conférence. Après, on va laisser peut-être un peu un temps d'échange avec la salle. Je pense que c'est nécessaire. Elle est attentive. Je suis sûr qu'elle aura des questions. Bien sûr, on va laisser un tour d'échange. On avait une partie, mais je crois qu'on a un peu traîné en route, qui était très intéressante sur le... On peut peut-être la balayer très vite, en fait, sur l'interaction entre IA et architecture qui nous ouvre une perspective sur laquelle, pour l'instant, on n'a que des grandes idées génériques. Mais on se rend compte que c'est pas l'intégration de l'IA dans l'architecture, c'est pas juste comment nos outils vont évoluer. C'est-à-dire, ça va sans doute beaucoup plus loin que ça. Si tu peux, Jérôme, parler rapidement de... Alors du coup, je serai totalement à votre disposition après la conférence, parce qu'il m'aurait fallu un peu plus de temps là, mais on a
évoqué beaucoup de sujets passionnants. Celui-ci est extrêmement concret. J'avais ce petit schéma pour vous expliquer comment fonctionnait l'intelligence artificielle quand on l'applique à un bâtiment. On n'est pas sur du conversationnel. Là, on est vraiment sur ce qui a été fait au sein de Cardam Digital pour utiliser les données des bâtiments. Le principe, c'est qu'on a des données en entrée qui vous sont listées ici. Ces données, ensuite, il y a un gros travail à faire dessus, et j'insiste sur ce travail que j'ai d'ailleurs entendu évoquer dans une conférence juste avant, c'est que les données dans les bâtiments sont extrêmement difficiles à récupérer et à manipuler. Donc on a un travail d'identification, un travail de connexion pour aller les récupérer, un travail de nettoyage parce qu'on récupère beaucoup de données qui sont totalement inutilisables, et ensuite une normalisation, parce que quand vous avez des informations qui sont à l'heure et d'autres à la journée, il faut bien pouvoir les comparer. Une fois qu'on a fait tout ça, on va créer des modèles mathématiques. Je vais vous montrer un exemple très très concret d'un produit assez innovant dont je vais vous parler après. On va faire des modélisations mathématiques qui vont nous permettre, dans le cas qui nous intéresse, d'anticiper des comportements. C'est une fois qu'on observe ces comportements, on va pouvoir avoir une boucle qui revient et qui dit je pensais qu'il allait se passer ça et en fait il ne s'est pas exactement passé ça. Et donc le système s'enrichit et s'améliore continuellement. Là, je viens de vous décrire en français ce qui d'habitude est représenté avec plein de mots anglais qui sont le machine learning, le deep learning et l'algorithmique d'intelligence artificielle. Je vous l'applique à un cas très concret qui est un produit, qui est un produit donc on vient de sortir au sein de Cardam Digital, mais j'ai une latence sur les slides. Voilà. On a un souci dans les bâtiments tertiaires, c'est qu'avant un bâtiment était un endroit qui était conçu pour recevoir les gens, et puis généralement ils venaient. Et depuis les déconfinements, on a un nouveau phénomène, c'est que des nouveaux modes de travail font que les gens ne viennent pas systématiquement. Et donc les locaux, on a un peu du mal à bien piloter leur occupation. Et on se pose des questions sur leur usage. Alors pourquoi j'en parle là? Ça a un impact sur l'architecture, parce que si les bureaux maintenant deviennent des bâtiments dont l'occupation fluctue dans le temps et dont l'affectation évolue aussi dans le temps, je fais référence aux réflexions du Club Cardam sur le multi-usage des bâtiments tertiaires, ça veut dire que ça doit être pris en compte au niveau architectural. Et nous, au niveau digital, notre sujet, ça va être d'être capable d'anticiper ces usages, d'anticiper les venues. Et quoi de plus difficile que d'anticiper un comportement humain? Anticiper la température et l'inertie d'un bâtiment, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est simple. Anticiper si les gens vont venir au bureau ou pas, c'est pas simple. Donc on a travaillé pendant 1 an à voir comment est-ce que grâce à de l'intelligence artificielle et du machine learning et du deep learning, on allait pouvoir faire ça. Et donc comme je dois faire court, je vous ai juste teasé, et donc je vais passer rapidement sur les slides. Le principe, c'est que si vous vous dites, moi je sais ce qui s'est passé l'année dernière ou le mois dernier, donc j'ai aucun problème pour vous dire ce qui va se passer dans 1 mois ou dans 6 mois, eh bien généralement votre taux d'erreur est de 60%. C'est beaucoup. Autrement dit, vous dites n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a toujours du monde le lundi, mais dans quelle proportion? C'est vrai qu'il y a moins de monde le vendredi, mais dans quelle proportion? C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde de façon variable les mardis, mercredis, jeudi. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même ce qu'on observe. Mais dans quelle proportion? Et c'est là que le taux d'erreur est de 60%. Et on s'est rendu compte, en injectant et en travaillant sur une trentaine de paramètres, qu'on était capable d'arriver à ce résultat que vous voyez là, puisqu'au bout d'1 an de travail, on s'est jeté à l'eau, on a envoyé à un client combien de personnes allaient venir dans son immeuble équipe par équipe pour les 30 jours du futur. Donc là, il savait qu'on n'avait pas l'info puisqu'on lui a donné le futur. Et on a regardé l'écart. Résultat de la puissance de cet algorithme, c'est ce que vous voyez écrit en bas. Alors, bon, je ne peux pas vous montrer là. Bref, ici, là, c'est que dans 82% des jours, on a été supérieur à 80% de précision. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'au pire, on s'est trompé de 20% et dans moins de 20% des nombres de jours. Donc ça, c'est un exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est, j'ai des tas de données différentes, je vais trouver les liens entre ces données. Là, il y a une trentaine de paramètres qu'on corrèle entre eux et on en arrive à être capable de faire de l'anticipation. Et alors, c'est une illustration très intéressante de comment est-ce qu'on va, dans le futur, nous, dans notre métier d'architecte, être capable d'intégrer la vie d'un bâtiment ou les nouveaux modes de vie le plus tôt possible. En fait, nous, on a un enjeu, c'est de faire un bâtiment qui ne soit pas obsolète quand on a fini de le construire. Donc on essaie de se projeter toujours dans les fonctionnements futurs. Typiquement, ce genre d'outil qui va répondre aux préoccupations immédiates des utilisateurs qui se demandent comment gérer leur bureau, ça a une répercussion directe sur la façon dont on va travailler nous, parce que ça veut dire que
Aujourd'hui, un bâtiment de bureau, il faut qu'on soit capable de le découper, de le fermer, d'éteindre la clim d'un côté et de l'allumer de l'autre. Enfin, ça a des répercussions qui sont extrêmement importantes. Donc tous ces sujets-là va changer non pas forcément uniquement la pratique de l'architecture, mais le monde dans lequel on évolue. Et ce rapport à l'usage du bâti, c'est des données dont on va pouvoir de plus en plus disposer et qu'il va falloir qu'on analyse. Donc il va falloir qu'on injecte ça aussi dans nos process. Et pour moi, c'est le challenge principal de l'AU dans le métier de l'architecte dans le futur, c'est comment est-ce que je vais être capable d'utiliser ces données qui seront des données techniques, mais qui seront aussi des données très sensibles, de perception. Est-ce qu'on a déclenché de la bonne humeur, de la joie avec nos bâtiments, et comment est-ce qu'on fait mieux. Voilà, donc ça vient, je pense, nous ouvrir une dimension qui est énorme et dont on ne voit que les prémices. En tout cas, vous prêtez bien des qualités, vous avez raison, à la pratique architecturale dans les années qui viennent. Je suis sûre que tout ce qu'on vous a dit cet après-midi ont évoqué chez vous plein de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Allez. C'est la première qui coûte. Voilà, tout au fond de la salle, monsieur. Juste derrière. Voilà. Bonjour. Sur ce tableau-là, oui, pourquoi pas. Allô ? Oui. Sur ce tableau-là, c'est que la source des infos sont des infos quanti par définition et aussi des notions quali. Quand je dis quali, bonjour monsieur Dupont, quel est votre comportement quand vous venez au bureau, par rapport à quoi, sur quoi, pourquoi ? Ou est-ce que c'est que du quanti ? Alors, je suis heureux que la première question porte sur le sujet que je représente aujourd'hui. Je vais laisser de la place pour des questions sur la partie architecture. Pour moi, votre question porte le problème des données à caractère personnel. Et donc, nous n'utilisons absolument aucune donnée qui permet d'identifier les individus. Ce sont des données totalement anonymes que nous recevons anonymes. Il est bien évident que si on avait des informations sur le profil socio-culturel des personnes, on aurait un taux de prévision qui serait quasiment proche de 100%. Mais ce n'est pas ce qu'on manipule. On manipule une donnée totalement anonyme. Mais il y a d'autres sous-jacents à votre question et on peut en parler avec plaisir après la conférence. D'autres questions ? Vous n'osez pas. Et moi aussi, je voulais pas venir, parce que moi, les algorithmes, tout ça, c'est pas mon truc. Donc, ils sont un peu fous d'avoir pensé à moi pour animer cette conférence. Moi, j'écris des livres et des articles, donc voilà. Bientôt, je serai remplacée par une intelligence artificielle. Si on captait, j'aurais pu demander à ChatGPT, qui a écouté tout ce qu'on s'est dit, s'il avait une question à poser, il en aurait sûrement eu. Voilà, ça a suscité en tout cas une question de madame. Ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on met en place. Aujourd'hui, comment approcher ça ? Parce qu'il y a des formations, comment on arrive à... Comment on apprend tout ça ? Comment on apprend à faire tout ça ? Alors, déjà, on a des nouveaux profils dans nos équipes, des nouveaux métiers. Nous aussi, on veut apprendre. Les vieux, nous aussi, on veut apprendre. On ne veut pas que vous nous disiez, on a juste des nouveaux profils. Alors, donc il y a des nouveaux métiers. C'est des gens qu'on appelle des data scientists, des data engineers. Donc, on a ce genre de profil dans nos équipes qui sont la plupart relativement jeunes parce qu'ils ont appris ça à l'école. Après... c'est compliqué. Enfin, au sein de Cardam, on échange beaucoup sur tous ces sujets. C'est perturbant. En fait, aujourd'hui, je trouve que le niveau d'échange dans lequel on est, c'est une interrogation. Après, vous avez des gens qui ont de l'appétence pour le sujet et avec lesquels on va avancer. Alors, moi, j'ai un certain dans cette salle où, par tâtonnement, par cas, on va faire de la transmission de compétences là-dessus. Mais... je pense qu'il y a des nouveaux profils qui vont apparaître qui sont les gens qui savent prompter. Et ça va être valable dans tous les métiers. Alors il y aura des spécialistes du prompt d'architecture, je ne suis pas vraiment certain, mais il est évident, je pense, que dans nos métiers, d'avoir des gens qui savent prompter dans les équipes est absolument crucial. Après, il y a un autre élément qui est que, vous avez compris que ces intelligences artificielles, elles travaillaient sur un fond documentaire. Il est important dans les entreprises de réfléchir à pourtant ça fait pas 2 mois qu'on dit, ça fait des années, à construire le fond documentaire qui fait la valeur de l'entreprise. Et que ce soit ce fond-là qui est consommé par l'intelligence artificielle. Donc il y a un enjeu de formation, mais il y a aussi un enjeu de stratégie pour les entreprises. Quand tout à l'heure Marc évoquait Mistral, donc l'équivalent d'un ChatGPT français, l'enjeu qui est derrière n'est pas seulement un enjeu d'avoir une société leader de l'intelligence artificielle française, c'est qu'on puisse maîtriser les contenus
Ceux qui ont écouté la radio ce matin, le grand exemple, c'est de dire qui a inventé l'aviation et de dire que selon l'IA qui vous répondait, c'est pas les mêmes. Si c'est une IA américaine, c'est des Américains, et si c'est une IA française, elle vous répondait, les Français. C'est ça qu'on doit maîtriser, et en tant qu'entreprise, pensez à maîtriser votre fonds documentaire, créez-le et protégez-le. Alors, vous avez raison, c'est sûr qu'il y a un vrai sujet derrière de droit d'auteur, de confidentialité. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui a été formalisé sur ce sujet-là. C'est un des sujets qui sont en questionnement. C'est sûr. Alors, certaines IA vous proposent maintenant de plus en plus de travailler sur des serveurs qui sont hébergés en Europe sous le coup de la RGPD. Donc, c'est pas la même chose que de les envoyer sur des serveurs aux US. Donc, il commence à y avoir des démarches qui permettent de un petit peu sécuriser. En revanche, c'est certain que votre projet confidentiel, quand vous vendez des avions militaires, il ne faut pas le prompter sur ChatGPT. Ça, c'est pas ça qu'il faut faire. En revanche, voilà, de l'information qui est ouverte, après c'est la façon dont vous allez l'utiliser qui va faire votre originalité. Et quand on parle de droit d'auteur, en tout cas dans le domaine de l'architecture, je disais tout à l'heure, la baguette magique pour l'instant, et je pense qu'elle n'existera jamais, c'est pas l'ordinateur qui l'a, il y a toujours derrière le travail. Il y a un moment où on doit faire un choix. Nous, on est un métier de choix. On fait un choix de partie en architecture. Et la seule personne qui puisse faire ce choix, c'est l'architecte. Et qui va pouvoir travailler sur beaucoup plus de données, qui va pouvoir manier cette matière, travailler avec ces données, mais à la fin, il va faire un choix. Et donc, ce choix, c'est ce qui détermine aussi la propriété intellectuelle, le droit d'auteur. Et donc, c'est moins questionné. En revanche, de la fuite de matière, il peut y en avoir. Et c'est là qu'il faut être prudent. Et aujourd'hui, il faut encore l'être beaucoup. Aujourd'hui, le droit est très clair. Très clair aux États-Unis. Il ne peut pas y avoir de copyright sur quelque chose qui a été produit par une machine. Donc, il n'y a aucune protection de droit d'auteur possible aux États-Unis sur un contenu qui a été produit par une intelligence artificielle. S'il y a eu une transformation ensuite par un être humain, parce qu'il a récupéré les images dans Photoshop et il en a créé une nouvelle, si on prend l'exemple de l'image, à ce moment-là, la seule partie qui est protégée, qui est protégeable, c'est ça. En droit français, le droit est différent selon les pays européens, mais en droit français, le sujet est un petit peu ambigu, c'est pas clair, parce que il y a la même règle. Si c'est produit de façon mécanique, il n'y a pas de propriété intellectuelle, mais comme le prompt est une invention humaine, il y a une ambiguïté qui est à ce niveau-là. Aujourd'hui, le débat, il est sur à deux prompts identiques, j'ai une réponse différente. Donc en fait, le prompt n'est pas original. Mais vous voyez que c'est un peu le fil du rasoir. Marc, peut-être le mot de la fin avant qu'on se fasse virer de la salle. Juste pour répondre rapidement, monsieur, en fait, les recherches vont dans le sens d'avoir des LLM déportés, donc autoportés au sein d'une entreprise, comme ça, la donnée ne sort pas. Donc ils sont en train de travailler là-dessus en ce moment. Je crois que celui de Meta, donc de Facebook, marche très bien et est possible de le faire. Mistral aussi, qui vient d'en sortir. Le mot de la fin, de toute façon, il ne faut pas être schizophrène, je crois. On utilise l'IA dans notre vie de tous les jours. Sur notre smartphone, c'est bourré d'IA. Ils ont même sorti un petit pin qui s'appelle le AI Pin, qui est sorti aux États-Unis, où il n'y a plus d'écran. Vous le promptez juste avec la voix et il vous répond. Et c'est bourré de ChatGPT et de tout ce qu'il y a en IA. Donc je crois qu'il ne faut pas être schizophrène. Et après, c'est aussi à l'IT d'intégrer des outils qui marchent en entreprise, qui ne sont pas le énième outil avec le énième mot de passe qui est très dur à utiliser, etc. C'est vraiment de créer des outils qui intègrent de l'IA, qui sont faciles à utiliser et qui vous aident à gagner du temps et à faire mieux votre métier, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, ne soyons pas schizophrènes et promptons alors. Voilà. Et je vous invite à venir rencontrer nos intervenants de ce jour et à les remercier pour leur prestation.